Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec compagnie Terre Contraire, avec Cécile Commerer, Arnaud Vervial, les auteurs de la pièce de la Terre d'Havel, qui représentent en même temps Václav et Olga Havel. Après, il y a avec nous Hervé Réboulon, qui joue le rôle de méchant juge et qui est aussi le metteur en scène de la pièce, et Cyril Despotin, l'auteur de la musique. Pouvez-vous présenter aux auditeurs votre compagnie? Bonjour. 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 Notre compagnie est une compagnie de théâtre salonnaise, donc de la région. Nous l'avons créée en 2015. Nous sommes issus d'une autre formation de théâtre, mais nous avons souhaité nous rassembler à ceux qui sont là, parce que nous avions l'envie de défendre des textes forts et que, voilà, dans une autre formation, nous n'en avions pas l'occasion. Et donc on tend un petit peu avec cette compagnie vers, on va dire, les théâtres de l'extrême, à savoir essayer c'est faire entendre la vie où elle est interdite. Merci. Et, dites-moi, s'il vous plaît, où était née l'idée du sujet de la résistance tchèque? Pourquoi avez-vous choisi le sujet de la vie de couple Havel dans cette période? Que représente-t-il pour vous? Alors, Arnaud? Oui. En fait, ce projet est parti d'un autre projet. Cet autre projet, c'était, pour faire simple, c'était écrit par un petit bonhomme qui avait écrit que un roi voulait effrayer son peuple. Enfin non, il voulait que le roi, que le peuple pense comme lui, comme le roi. Et pour ça, il a créé un fantôme pour effrayer son peuple. Et c'est comme ça que le peuple devait écouter le roi. Il se trouve que ce petit bonhomme, c'est quelqu'un de Térésine, du camp de Térésine, Anouch-Ehrenburg, qui a écrit ce texte. Et c'est à Térésine. Et de Térésine, en fait, ça nous a amené à Havel, à Václav Havel, qui avait fait certaines préfaces des livres de Térésine. Et de là, on est arrivé à ses premiers discours politiques. Et quand on voit ces discours politiques, qu'on a goûté à ces discours, qu'on les a et qu'on a connu un petit peu Havel, on ne peut plus le quitter. C'est pas possible. Alors, je rajouterais. Hervé. Oui, Hervé. Je rajouterais que ce qui est important, c'est que Arnaud est marié avec une Tchèque qui s'appelle Véronika. Et c'est vrai il a cette double culture maintenant. Il connaît très bien la Tchéquie et donc effectivement il est très souvent là-bas et il a passé beaucoup de temps à récupérer des documents, à aller se renseigner, notamment à Térésine. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il est tout à fait inspiré par tout ce qui est la culture tchèque. Voilà. Ouais. Oui, Arnaud. Et je dirais effectivement, quand on dit une fois qu'on a goûté Havel, on ne peut plus le quitter, parce que aussi notamment, ça nous ramène avec des thématiques qui sont très contemporaines et des thématiques qui sont complètement en lien avec la vie d'aujourd'hui. Par exemple, je pense au constat qu'il a pu faire, Havel, sur le sens de la vie. Oui, la déshumanisation de l'homme moderne, qui ne sait plus quel sens a sa vie. Donc ça nous parle. La question de l'écologie, extrêmement importante. Ça, des gens, en sortant de la pièce, nous en parlent. Ça Qu'est-ce qu'il dit ça. Alors en fait, les gens qui sortent après avoir vu la représentation disent que ça leur fait un bien fou d'entendre ces propos, que ça leur donne envie de résister et que le théâtre est fait pour ça. Ça, on l'a beaucoup entendu et ce soir encore, des gens qui disent voilà, ça, on va au théâtre pour ça. Et Havel, on ne savait pas que Havel pouvait nous faire rencontrer la résistance à ce point-là. Sachant que le sous-titre de la pièce, c'est « Il est permis d'espérer », une phrase qui a été prononcée et qui est un livre de Václav Havel. Merci. Et,
J'ai appris que vous avez préparé la pièce pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Comment vous l'avez préparé, quel est en fait le texte de la pièce. Qu'est-ce que vous avez retravaillé? Vous avez lu, bien sûr, le livre de Václav Havel, et après? Voilà. Oui, alors tout à l'heure on parlait du point de départ, quelque part ça a été ses premiers discours politiques. Une fois qu'on a découvert ces discours politiques, derrière on a tout lu. Quand je dis tout, c'est ces pièces de théâtre, enfin tout, ce qui a été traduit en français. Donc ces pièces de théâtre, les lettres qu'il a écrites à sa femme pendant ces années d'emprisonnement, la charte 77. Ses écrits, ses livres dans lesquels il parle beaucoup de son expérience, c'est-à-dire de ce passage de l'homme artiste à l'homme politique, à l'homme président. Ça, il en traite, il en parle souvent. Et on a fait énormément de recherches pour avoir des informations sur Olga Havlova, son épouse, parce qu'on s'est vraiment aperçu que c'était un personnage déterminant. Je veux dire, Havel sans Olga, je pense que ça n'aurait pas pu exister, je suppose. Et on a vraiment cherché, parce que on a beaucoup on avait des retours, des lettres qu'il envoyait à Olga quand il était en prison, et donc on voyait ce qu'il lui disait ou qui répondait à ces lettres. Mais nous, on n'avait pas les lettres d'Olga. Je crois qu'elles n'ont toujours pas été traduites. Non, elles n'existent pas. Elles ont disparu, on ne sait pas. Donc on a reconstruit le personnage d'Olga à travers les lettres qu'Havel lui envoyait. Et donc en fait, on a essayé de la découvrir. Et après, on est allé chercher sur Internet tout ce qu'on pouvait trouver sur elle. Et on a découvert des petites choses, des petits bijoux, quoi, voilà. Vous avez sûrement regardé les documentaires d'époque. Oui, bien sûr. On la voit notamment à une période où Václav Havel est emprisonné. Elle est chez elle et elle explique comment elle vit recluse, à quel point. Alors elle est très digne, elle est très discrète, ça se sent, ça se perçoit vraiment à l'antenne. Et elle explique à quel point c'est dur, la difficulté de ne pas sortir facilement à l'extérieur. Enfin, on est vraiment en plein pendant un moment dans cette interview, c'est très rare, où elle est elle-même assignée à résidence en quelque sorte. Et c'est là qu'on a appris qu'elle avait fait de la prison aussi. Peu, mais elle en a fait. Elle a été inquiétée, elle aussi. En balayant du revers de la main, en disant ce n'était rien par rapport à ce que vivaient les autres dissidents, notamment mon mari et les autres, Patočka notamment. Oui, Václav Havel, il est sorti, il a suivi en fait les idées du premier président de la République tchèque, Tomáš Garrigue Masaryk, en fait, qui a préparé la naissance de la République tchèque à Paris, dans la rue Bonaparte. Alors Václav Havel, comme dit Hervé, il a suivi Masaryk et plus tard Patočka. Oui. Mais j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous avez aussi cherché, parce que j'ai vu les photos de plusieurs dissidents tchèques, obligatoirement, vous devez chercher, connaître, en fait, faire connaissance de la vie des dissidents tchèques à cette époque. On ne va pas dire qu'on connaît tout sur les dissidents. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'en parallèle à notre pièce de théâtre, on a voulu monter une expo photo avec des textes pour essayer de faire passer tous ces messages que Václav Havel faisait connaître. Donc on est allé chercher beaucoup d'informations pour essayer d'étayer, notamment par rapport aux lycéens ou les jeunes générations, les gens de moins de 30 ans, qui ne connaissent pas du tout cette époque-là, parce qu'ils sont nés en 89, 90, donc effectivement, aujourd'hui, pour eux, c'est la vieille histoire. Et donc, on avait besoin d'avoir un support visuel, et en même temps, ça nous permet de communiquer avec eux pour leur expliquer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça marche très bien, parce qu'ils sont très intéressés par cette notion de dissidence, c'est-à-dire, en
fait, ces gens qui se sont mis au banc un petit peu, qui ont été au banc de la société, parce que tout simplement ils pensaient différemment et qu'ils voulaient tout simplement que les valeurs de l'homme et que les libertés soient respectées. C'est tout ce qu'ils demandaient, quoi. Et aujourd'hui, on le voit bien, on entend de partout dans le monde entier des dissidents qui sont emprisonnés, qui font des grèves de la faim jusqu'à en mourir pour qu'on libère les dissidents, parce que le droit à penser est à tout le monde et c'est la seule chose qui nous reste quand on se retrouve dans une situation difficile. Il ne reste plus que les idées et la culture. Est-ce que vous avez pensé de présenter ce spectacle dans les écoles, par exemple? Bien sûr. Alors ça, on y pense depuis le départ et on est très très heureux parce que ici à Avignon, nous avons rencontré des professeurs qui sont venus nous voir et qui nous ont dit on veut absolument présenter ce spectacle à nos lycéens. Donc c'est bien parti pour ça et on va vraiment le mettre en œuvre. Donc là, des dossiers pédagogiques, de quoi faire vraiment découvrir toute cette période, les dissidents en effet, donc tous ceux qui refusaient l'exil. Ça aussi c'était quelque chose de très touchant. Dans toutes les lectures, on entend un Václav qui dit mais tous nos amis s'en vont, tous nos amis quittent la Tchécoslovaquie, donc on va se retrouver seuls. Donc les dissidents c'était aussi ceux qui ne partaient pas, ceux qui étaient inquiétés mais qui ne partaient pas. Ça, c'est vraiment très important. Le combat de l'intérieur. Et donc, par rapport au lycée, par rapport aux jeunes générations, ce qui nous intéresse, c'est surtout que tous les propos d'Havel, on a l'histoire, on a la petite histoire, leur histoire à eux, au sein qui a fait la grande histoire de la Tchécoslovaquie. On a la philosophie, on a aussi le théâtre, avec des propos très forts sur le théâtre, parce qu'il a quand même écrit de très très grandes pièces, de très belles pièces. Et après, il y a les valeurs humaines. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de paliers sur lesquels on peut jouer et travailler. Et donc effectivement, on pourrait presque dire que c'est sans fin quand on va aller voir les jeunes générations. Je ne sais pas si je suis permis d'en parler, mais j'ai appris aujourd'hui que vous avez aussi une idée de faire un bande dessinée de votre spectacle. Oui. C'est une excellente idée. C'est dans l'idée aussi de la culture pour le plus grand nombre et donc de faire découvrir Václav Havel et ses idées très très fortes au plus grand nombre. Et la bande dessinée, ça en fait partie justement. Donc on se dit qu'on a un metteur en scène, donc Hervé Reboulin, qui fonctionne beaucoup par image. Ce serait presque avant tout un cinéaste. Donc quand il a fait la mise en scène, il avait des images. Et ça, on se dit que c'est très très fort. Les gens nous disent souvent quelle mise en scène, formidable mise en scène. Donc on se dit ça peut très 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 rapidement finalement être en bande dessinée. Toutes ces images très fortes. Avec des dialogues, on a beaucoup travaillé les dialogues parce que vous imaginez bien que une telle proportion de matériaux avec toutes les œuvres de Havel, avec tous ses discours, avec tout son théâtre, tout ça que nous avions face à nous et qu'il a fallu faire dialoguer pour que ce soit entendable, pour que ce soit regardable par un plus grand nombre, on a beaucoup travaillé les dialogues, voilà, pour que ce soit vivant. Et donc la charte 77, on l'a fait discuter, on l'a fait dialoguer entre Havel et Olga. Et quand ils se parlent, c'est la charte 77, nous, qu'on a pris et qu'on fait dialoguer entre eux, quoi. Donc tout ça fait qu'une bande dessinée, ça nous semblerait formidable. C'est ce que disait Havel, il voulait porter la charte 77 dans les salons, dans les salles à manger, dans les cuisines. Et en fait, c'est vrai qu'avec tous ces outils, ces différents arts, ça va nous permettre de toucher un petit peu les différentes cordes sensibles. On a commencé sur le décor, puisqu'effectivement, on a des images qui sont
dessiné sur le couple et sur le prisonnier et sur le papillon qui s'envole avec le boulet qu'on a retrouvé sur Internet où c'était en fait la Suède qui avait, en 77 qui avait dessiné un papillon qui était attaché à un boulet et avec écrit Charta 77. Et pour nous, ça nous a marqué parce que ça a été vraiment d'une violence de dire comment on peut attacher un papillon. La Charte 77, c'est aussi léger qu'un papillon. Et on est obligé d'y mettre un boulet avec des chaînes comme ça pour la maintenir, pour étouffer la parole, quoi. Et donc ça, on est donc parti là-dessus. Et c'est vrai que la bande dessinée va nous permettre de reprendre le texte pour qu'il soit, pourquoi pas avec une bande audio à côté, mais qui soit véritablement donné autrement qu'en théâtre. Et par contre, tous les tableaux, les scènes qu'on joue, les reprendre en dessin à partir de photos du spectacle. Voilà. Il faut le traduire en tchèque après. Ah, pardon. Oui. Bien, j'ai lu une excellente critique dans le bruit de off. Comment la critique d'Avignon réagit? Est-ce qu'ils sont gentils avec vous? Oui, on est très très gâtés. En effet, on savait que cette pièce intéressait beaucoup puisqu'on avait commencé à la jouer l'an dernier, mais elle était c'était un petit bébé, c'était un petit bébé l'année dernière, voilà. Donc on l'a portée pendant une année, on a beaucoup travaillé, donc on la présente vraiment, ça y est, elle est dans sa maturité aujourd'hui, elle est très très bien reçue et la critique également la reçoit très bien et c'est vrai qu'on ce sont les propos d'Havel. Nous sommes derrière. C'est-à-dire nous les portons, mais ce sont les propos d'Havel qui, à ce point-là, enthousiasment. Voilà, les gens ressortent. Une dame m'a dit tout à l'heure, mais moi, je devais aller voir un spectacle, je m'arrête là. Je veux rester avec les propos d'Havel, je veux y passer la soirée. C'est trop fort, c'est trop important, voilà. Et donc, il y a en effet des journalistes qui sont venus et qui sont sortis un peu dans le même état, en pleurant, oui, l'un d'entre eux pleurait en disant mais c'est extraordinaire ces propos-là, ça donne envie de s'impliquer, d'être responsable, voilà, de résister et on en a tous besoin. Donc la critique reçoit très bien, on a un magnifique article en effet. Et comment les Français perçoivent, parce que vous avez maintenant une expérience avec votre pièce de théâtre, excellent, merveilleux, grand travail, vraiment, chapeau. Comment les Français perçoivent la personnalité de Václav Havel? Vas-y Arnaud, allez Arnaud qui incarne Václav Havel. Allez Arnaud, vas-y. Václav. C'est les Français. Vas-y. Oh bah tu es français. Alors, il y a plusieurs. Quand on tracte dans la journée, à chaque fois on parle de Václav Havel. Il y a plusieurs cas de figure. Si on prend les jeunes générations, clairement ils connaissent pas Václav Havel. Si on prend des générations qui ont plus de 40 ou 50 ans, là ça devient, on va dire, une fois sur deux, ils connaissent Havel. Dès qu'ils connaissent, ils sont tout de suite émerveillés. Ils disent ah ouais. Merci de faire ça. Il est même arrivé une fois en tractant que je tombe sur quelqu'un qui l'avait connu. Elle en avait même les larmes aux yeux, qu'on puisse prendre le relais et qu'on puisse encore parler, diffuser la parole d'Havel. Donc vous avez ces différents cas de figure. C'est aussi nous ce qui nous motive, c'est-à-dire que on a envie de la faire connaître et de la faire entendre cette parole. Il y a une partie qui la connaissent, mais les autres pas du tout. Donc on se bat pour ça et dès qu'il est connu, entendu et bien à ce moment-là effectivement les gens sont complètement satisfaits de cette parole. Puis je crois qu'aujourd'hui les Français en règle générale se posent des questions sur les valeurs qui sont portées par nos politiques et effectivement le Français ne croit plus du tout au discours de nos politiques. Et quand on parle d'Havel et qu'on présente ces mots, ces textes, ces discours, le Français s'y reconnaît totalement et dit c'est ça que je veux. Et c'est ça qui nous fait espérer aussi, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est vrai qu'il est permis d'espérer, pour nous, ça restera quelque chose qu'on va tatouer en nous.
Ouais, il y a cette notion de confiance qu'on reprend dans le spectacle, hein, la confiance entre les hommes qui n'est pas établie, qui n'est pas en place. Et c'était un des constats d'Havel sur la crise de l'identité humaine. On a parlé tout à l'heure de l'écologie, du sens de la vie, mais c'en était un aussi, c'est cette notion de confiance entre les hommes. Donc ça, là-dessus, effectivement, ça fait complètement écho avec l'époque d'aujourd'hui et puis ce qui se passe en France. Et en Europe. Oui, pas uniquement en France. On a parlé presque de tout, mais on n'a pas parlé de la pièce. Ouais. Comment vous décriverez vous-même votre pièce? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire? Brièvement, peut-être, parce que c'est mieux quand le spectateur le voit. On peut peut-être commencer à en parler par le biais de la musique. Avec grand plaisir, parce que il y a Cyril Despotin, oui, qui est auteur de la musique très originale. La musique de la pièce, la musique rock, même le hymne tchécoslovaque, on l'attend dans la tonalité de rock. Bien, alors Cyril, quelle était vos motivations? Quelle était vos motivations ou vos inspirations pour la musique? Les inspirations, en fait, je fonctionne exactement comme ça se passe en ce moment, c'est-à-dire je les écoute, j'écoute les mots et les mots me donnent un air, une musique, quelque chose, un son, voilà. L'idée de départ, c'était vraiment de faire une bande sonore, c'est-à-dire on a parlé de cinéma tout à l'heure, c'est vraiment comme si c'était un film. Et du coup, je les accompagne, j'essaie de porter en fait les paroles, porter aussi les acteurs, les comédiens. Et à chaque fois, c'était ça le moment déclencheur, c'est-à-dire que quand je faisais des tests et quand je les entendais me dire « Ah, ça y est, ça me porte », c'est que ça voulait dire que c'était ça, qu'il fallait rien changer d'autre. Donc effectivement, après la musique, elle peut être rock parce qu'effectivement, c'était le président rock qui a quand même reçu les Rolling Stones, qui a quand même qui était. Mais elle n'est pas que rock. Il y a quand même, oui, il y a une inspiration rock et après il y a une ambiance. En fait, c'est beaucoup d'ambiance musicale. Il y a des bruitages, il y a plusieurs choses et tout ça est fait en direct. Du coup, ça crée une originalité qui est peu commune dans les pièces de théâtre, effectivement, à ce niveau de la musique. Non, c'est magnifique, vraiment. Et il y a des auteurs, par exemple Václav Havel, il a invité Rolling Stones, comme vous avez dit, à Prague. Il a dit les chars sont partis, Rolling Stones arrivent. Oui, est-ce que... Il y a eu les Plastic People aussi que j'écoutais pas mal, qui m'ont pas mal inspiré. Et puis Hervé, donc metteur en scène de la pièce, au départ m'avait dit j'ai une idée de musique, ça serait bien que tu t'inspires du film, justement on parle de film encore, du film Dead Man avec Johnny Depp et la musique de Neil Young. Et j'ai dit alors là, si tu me parles de ça, moi j'adore Neil Young, donc évidemment j'ai dit ok banco, et en fait c'était l'idée de départ de la musique. Et c'est ça, après ça s'est créé un peu... Ça n'a plus rien à voir. C'était le sentiment. Voilà, le sentiment qui est porté tout le long du film, où en fait ce personnage Johnny Depp que Johnny Depp incarne est mort. En fait, il a pris une balle dans le cœur et tant qu'elle n'est pas extraite, il va pas mourir. Et en fait, tout le long du film, il va jusqu'à sa mort et il rencontre des gens et il y a cette musique là qui le porte, mais qui porte tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il voit, tous les gens qui voient la nature qui ressent. Il a multiplié tous ses sens grâce à cette musique. Et donc c'est vrai que Cyril, quand je lui ai parlé de Dead Man, il m'a dit ça, j'ai tout compris. Et il a fallu même pas 5 minutes pour nous faire la musique de la première scène. En 5 minutes en live, il nous l'a fait. J'exagère un peu, mais nous sommes à côté de Marseille, donc. Mais c'est vrai qu'il a capté de suite que. Oui, c'était transmettre des sentiments en fait à travers la musique, c'est-à-dire
développer, voire quintupler les sentiments qui sont produits dans la pièce et de les porter tellement, encore plus fort avec la musique derrière qui suit. Quand Václav va en prison, il y a une musique qui porte Václav, qui l'emmène en prison directement, quoi. Oui, c'est la musique qui l'emmène. C'est la musique qui l'emmène, voilà. C'est la musique qui l'emmène en prison, quoi. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une sacrée performance, parce que Cyril tient la musique du début jusqu'à la fin, donc ça dure 1h10 le spectacle. Bon, certes, il y a de temps en temps, il ne joue pas, il laisse un peu parler les comédiens. Je plaisante. Il tient, et c'est un concert. C'est un concert en live pendant 1h10. Voilà. Avec un rôle de méchant. Et il a cette particularité, Cyril, justement de ne pas être spécialisé dans un type de musique. Il a plusieurs cordes à sa guitare. Il en a 6. Non, mais c'est vrai. Donc, les premiers moments dans l'appartement, on a mis en dialogue la charte 77. Il y a un certain style de musique. Quand on arrive en prison ensuite, il s'adapte, il prend un autre style de musique. Quand on est au parloir, encore autre chose. Au tribunal, autre chose. Quand on est avec le juge, il y a encore un autre style. Et puis après, dans la présidence, et puis pour le décès d'Olga, et puis finalement d'Havel, de Václav, c'est pareil, il y a encore d'autres styles de musique. On est un peu comme sur notre précédent spectacle où Cyril représentait le chœur, comme le chœur antique. C'est vraiment le chœur qui porte les émotions des personnages au devant du public. Donc on est vraiment là dans la traduction des émotions. Bien, peut-être une dernière question. En fait, la scène à la fin où Václav Havel, il monte enfin sur le pupitre. Il dit une phrase en tchèque. Oui. La phrase est « Pravda et láska zvítězí ». Ce n'est pas traduit. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité et l'amour vaincront. Très bien, je vous remercie. Alors, et ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Et je pense même que côté tchèque, côté tchécoslovaque, peut-être qu'ils ont même perdu de vue le poids et l'impact qu'a pu avoir un Havel sur leur nation, sur leur peuple, sur l'évolution. Quand on justement distribue les tracts, là, ici on explique les choses, cette notion de révolution sans violence, c'est quasiment le seul exemple dans le monde que l'on ait. Oui, bravo pour ça. Même chose, la scission République Tchécoslovaquie, bon, il n'a pas souhaité, mais elle s'est faite sans aucune violence. Donc c'est un cas concret d'application du poids, de la force d'un acte culturel, ce qu'il a pu donner. Donc vraiment, Pravda, láska zvítězí, ce ne sont pas que des mots. Ça s'est vraiment concrétisé. Ouais, je termine. Oui, pour les Français, c'est important. Les Français, on a coupé la tête à nos rois. Voilà. On a été très violent là-dessus. On porte ça, quoi. Et on portera tout le temps ça. Et là, les Tchécoslovaques ont inventé une révolution en douceur, sans un bris de glace, sans une goutte de sang. Vous avez été la lumière du monde, et je pense que ça c'est quelque chose que vous avez, en fait, vous n'avez même pas conscience côté tchèque. C'est quelque chose qui, même peut-être aujourd'hui, vous nous demandiez l'impact pour les Français, mais pour les Tchèques, en fait, j'ai l'impression qu'Havel a été oublié, un petit peu. Enfin, pas oublié complètement, mais sur les thématiques, sur la force de ce que ça peut donner. Et alors que pourtant le Chinois a repris sa charte, la charte 08, et on en parlait encore il n'y a pas longtemps, il y avait un ami palestinien qui était chez nous, qui a vu la pièce, il dit mais c'est ça ce qu'il nous faudrait, c'est une charte entre Palestiniens et Israéliens, et il y a forcément des gens portés par la culture qui seraient intéressés par ça. Donc on espère qu'elle fera des petites, et cette lumière du monde que vous avez portée, j'espère qu'elle va pouvoir se poursuivre. En tout cas, c'est une des choses que nous, on essaie de porter, on essaie de la diffuser, cette lumière. Très humblement. Très humblement. Oui, c'est une petite bougie. Mais ce n'est pas la dernière. C'était le titre de notre précédente pièce, la dernière bougie, c'est pour ça. Cécile, Arnaud, Hervé, Cyril, je vous remercie.
Je pense que je peux vous aussi remercier pour tous les Tchèques qui sont en manque exactement de Václav Havel aujourd'hui, parce que bien sûr que la République tchécoslovaque, maintenant République tchèque, a son chemin, mais quand même c'est très très important, comme la France, elle a ses martyrs. Alors, nous, maintenant, on a Václav Havel et il ne faut pas oublier, en fait, le message qu'il a laissé. Et je suis très heureuse d'entendre tous ces mots que j'ai entendus ce soir de vous. Merci beaucoup. Merci. Résistons. Résistons. Pravda, Alaska, zvítězí.